On a environ 1 heure, peut-être 1 heure et quart si je me donne du lousse, là, pour voir 125 ans d'histoire. Ce qui nous donne à peu près 1 minute aux 2 ans, mettons, si je me donne une chance. Là. Donc, c'est sûr qu'on ne verra pas l'ensemble de l'histoire. J'ai essayé de me limiter, en fait, aux événements qu'on a suivis dans le livre de Pierrot. Donc, j'ai pris les événements que M. Garneau a retracés, qui vont être des événements autant miniers, politiques, culturels de la ville, sportifs. Donc, on essaie de faire des petites anecdotes comme ça pour vous montrer un peu l'évolution de Thetford Mines des débuts, donc vraiment là, au commerce du bois. On va arriver jusque peut-être à la fusion municipale si on a le temps. Donc, c'est une vue globale de Thetford Mines qu'on voit, donc vue aérienne, prise environ au-dessus du quartier Mitchell, où on voit vraiment le déménagement du Saint-Maurice, où on voit les rues vides, on voit les trous miniers. Et cette photo-là est très, très emblématique de la région de Thetford. Pourquoi? Et de la ville? C'est parce que vous voyez que la ville est construite autour des mines et les mines sont construites autour de la ville. C'est vraiment un point qui va revenir constamment dans la conférence, cette idée que la ville est née à partir des mines, mais les mines sont nées aussi à partir de la ville. Donc, il y a toujours cette roue-là qui va tourner dans la région. D'ailleurs, ça va amener plusieurs problèmes dans l'histoire de la ville de Thetford Mines. On va en voir quelques-uns, mais gardez en tête cette idée-là que l'un ne vient pas sans l'autre constamment. Son rapport un petit peu à l'arrière, juste globalement. Donc, Thetford Mines, le canton de Thetford Mines, est né en fait en 1802. C'est un territoire, un vaste territoire qui avait été donné à des propriétaires terriens dans le but, en fait, de coloniser les cantons de l'Est. C'était l'idée. Ça vient, en fait, la MRC des Appalaches, en fait, ouais, je vous ai mis la MRC, mais le canton de Thetford Mines était dans ce qu'on appelle le Buckinghamshire, qui était un très, très vaste territoire des cantons de l'Est, principalement au sud du fleuve Saint-Laurent. Et on retrouvait justement ce fameux canton-là, donc le canton de Leeds, Price, Irlande, Wolftown, tout qui est dans la région qui fait, en fait, aujourd'hui, la MRC des Appalaches. Thetford Mines en 1902, mais vous vous doutez qu'en 1902, il n'y a pas grand monde ici. Qu'est-ce qu'on retrouve en 1902 dans la région? Avez-vous une idée? À part des chevreuils? Des cultivateurs? Des Amérindiens. Effectivement, la région est originalement des territoires de chasse et de pêche abénakis. Et d'ailleurs, le nom du comté de Mégantic, vous avez probablement déjà entendu ça, donc le comté de Mégantic, vient des origines abénakises Namagwotik, qui signifie « place lac à la truite ». Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la région autour a longtemps porté le nom de la région des mines et des lacs, parce que justement, il y a beaucoup d'étendues d'eau, il y a beaucoup de lacs et beaucoup de rivières. Et les Abénakis partaient justement de Bécancour et de Oinak et Odanak, qui sont les deux réserves, et venaient dans la région ici pour faire la chasse et la pêche, essentiellement. Il n'y a pas d'établissement abénaki proprement dit, c'est pour ça qu'on dit des territoires de chasse et de pêche, c'est assez large. La seule chose qu'on peut retracer, c'est en 1853, dans le fond, on va donner aux Abénakis la réserve du Petit Lac Saint-François située à Saint-Joseph-de-Coleraine. Et dans le fond, ce que vous voyez, c'est vraiment une carte où on voit très bien là, le Petit Lac et la délimitation de la réserve. Donc, l'ensemble du lac va être donné aux Abénakis. Le problème, c'est que les Abénakis ne vont jamais venir s'installer officiellement sur cette réserve-là. Ils trouvent ça beaucoup trop loin de leur point d'ancrage sur le bord du Saint-Laurent. Et ils font en sorte qu'en 1885, ils vont demander à vendre les terres, revendre les terres en fait à la couronne pour subvenir à leurs besoins et alimenter, en fait, agrémenter les réserves de Danak et Olinac qui existent déjà. Donc, personne ne va s'installer ici. On va revendre le tout en 1885. Et lorsqu'on revend en 1885, il y a déjà 7 compagnies minières qui exploitent des gisements sur la réserve abénakise. Donc, on voit qu'on a un problème. Il y a déjà des propriétaires miniers qui commencent à s'intéresser à cet endroit-là. Petite parenthèse, dans les années 1990, début des années 90, fin 80, les Abénakis ont crié au scandale en disant que la réserve avait été rachetée pour des peanuts à l'époque. Et ils ont demandé à ce qu'il y ait dédommagement. En fait, il y avait même demandé pratiquement l'expropriation de tous les résidents du Petit Lac Saint-François pour justement reprendre le territoire pour eux, ce qui a complètement été tassé du revers de la main rapidement. Parce qu'imaginez, exproprier tous les gens pour redonner le territoire alors qu'ils l'avaient vendu, ça avait fait un petit peu un scandale à cette époque-là. La région va se peupler essentiellement à partir de 1810 avec l'ouverture du chemin Craig. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce chemin? Oui. Donc, le chemin Craig était le chemin de colonisation qui partait de Québec, qui descendait jusqu'à Boston. C'est-à-dire que c'était la seule route à l'époque qu'on pouvait traverser pour aller coloniser soit les cantons de l'Est ou pour aller aux États-Unis directement.
Le chemin avait été ouvert par le gouverneur James Henry Craig, que vous voyez ici justement en bas, une petite vignette. Et en fait, il avait ouvert le chemin, non pas parce qu'il avait vraiment besoin d'un chemin, parce que la garnison de Québec s'en venait un peu déplaisante. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces soldats-là? On va les faire travailler, donc on va les faire ouvrir un chemin. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont commencé tranquillement l'ouverture du chemin Craig. De mémoire, ça a pris environ 2 ou 3 ans de faire le chemin jusqu'à Boston, donc ce qui est pratiquement plus vite qu'aujourd'hui. Et au pic et à l'appel. Et vous voyez, en fait, si on prend le chemin Craig, donc la 216 ici, on voit qu'on est très loin de Thetford Mines. Thetford Mines ou la 112, et on est très loin. Et ce qui fait en sorte que, pourquoi explique-t-on le développement de Thetford Mines? C'est qu'à l'époque, Thetford Mines devait être un petit hameau. Donc, c'était supposé être un village. Ça ne devait pas devenir une ville comme on la connaît aujourd'hui. C'est Inverness qui passe sur le chemin Gosford. Parce qu'encore là, une petite parenthèse, le chemin Craig était tellement impraticable entre Irlande et Saint-Gilles qu'ils ont bifurqué pour faire le chemin Gosford, donc pour réaménager les ponceaux, les ponts, et ainsi de suite. Donc, et c'est Inverness qui devait devenir la capitale régionale du comté de Mégantic. C'est pour ça que si vous allez à Inverness, si vous allez au centre-ville, il y a des très gros bâtiments. Le bureau d'enregistrement y était. En fait, ce qui est le musée du bronze aujourd'hui, si vous connaissez un petit peu, c'est un très gros bâtiment administratif. C'était le bureau d'enregistrement du comté. Tout se retrouvait là. Et Thetford Mines, en fait, ce qui a changé son destin, c'est directement la découverte de l'amiante. Mais pourquoi, en fait, on va coloniser aussi lentement? Parce que, comme je vous dis, on est en 1810, on rouvre le territoire. Pourquoi on colonise lentement? C'est parce que les propriétaires terriens qui possèdent le fameux comté de Buckinghamshire, que je vous dirais, donc les différents propriétaires terriens, n'ont pas intérêt à vendre des terres à chaque propriétaire, dire, je vais te vendre une terre 10 piastres, je vais te vendre une terre 8 piastres. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est de la prospection, de la spéculation, merci Angèle. Donc, c'est de la spéculation foncière. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, si on garde ces terres-là très, très longtemps, lorsque les gens vont en vouloir, on va avoir l'argent pour. Et donc, on va faire de la spéculation foncière énormément. Et, parenthèse, on va commencer aussi le commerce du bois. Donc, c'est à cette époque-là qu'on va commencer à exploiter le bois dans la région. Et d'ailleurs, la première famille à le faire, c'est la famille King. Le nom de Charles King vous dit peut-être quelque chose. C'est les gens qui ont donné le nom d'ailleurs à la ville de Kingsville. Donc à l'époque, avant Thetford Mines, on parlait de Kingsville. Ça devient directement de M. Charles King, donc de cette famille-là. Donc eux vont avoir des territoires forestiers en quelque sorte dans la région et ils vont... vous vous questionnez sur la photo. ça c'est aujourd'hui, c'est le Gesconel en fait, l'ancien Grant Thornton. C'est exactement face à la Station des Arts. Donc, la Station des Arts est juste ici. La façade n'existe plus sous cette formule-là, mais c'est ce bâtiment-là. C'était le King? C'était le King Cash Store. En fait, c'était le magasin de la compagnie King. La famille... En fait, chaque compagnie minière possédait généralement son magasin général. Les King possédaient le King Cash Store. On avait le Johnson Store aussi qui existait. Donc, chaque compagnie générale avait son... c'est une façon de payer les employés en coupons, puis elle est dans ton magasin, donc l'argent te revenait automatiquement. Une belle façon de faire du troc, comme on pourrait dire aujourd'hui, effectivement. Et ce qui est intéressant, soit dit en passant, c'est issu d'une carte postale. Et au dos de la carte postale, lorsqu'on a mis la main dessus, c'est le plan intérieur que le monsieur avait dessiné. Les chambres étaient où, qui habitait où. Et il avait mis la chambre à Charles était là, la chambre, donc la famille King avait la carte à l'arrière. C'est quand même un croquis, mais c'était intéressant de savoir comment c'était fait originairement. Donc, comme je vous dis, les King vont s'installer dans la région pour faire le commerce du bois. Eux, ils ont un moulin à scie dans la région de Lister, principalement. Donc, ils viennent chercher le bois dans la région, ils rapportent ça jusqu'à Lister. Et M. King va rendre son commerce très rentable via le bois, mais va aussi décider de faire, en fait, rentabiliser ses terres en faisant passer le chemin de fer du Québec Central Railway. Comment s'y prend-il pour faire passer le chemin de fer chez lui, à Thetford Mines, alors que, comme je vous dis, c'est à Inverness que la diligence passe, donc que la poste passe, que tout se passe. C'est que M. King, influent de son époque, est administrateur du conseil d'administration du Québec Central Railway et va donc, par des pressions, obtenir le passage du chemin de fer directement sur ses terres à Thetford Mines. Donc, directement, il va pouvoir mettre le bois sur les wagons, ce qui va l'aider à rentabiliser justement le commerce et rendre ça beaucoup plus rentable. Et en même temps, les terres vont prendre aussi énormément de valeur. Va s'ouvrir la King Brothers, donc on prend le nom directement, donc c'est les frères King, et ses frères et ses fils, en fait, qui vont ouvrir une des premières mines d'amiante dans la région.
En 1878, donc ça fait 2 ans qu'on a découvert l'amiante, les frères King vont acheter 274 acres de terre dans le centre-ville de Telford Mines actuel aujourd'hui à 1 $ l'acre à l'époque. Et ils vont faire fructifier leur argent légèrement avec les années, de sorte qu'ils vont créer donc, la compagnie minière qui est la King Brothers. Une petite photo prise de ce qu'on appelle le petit cap à la polyvalente de Telford Mines. Donc, on voit vraiment là, le chevalement de la mine King avec à l'arrière le chevalement de la mine Bell. L'avant Kingsville, on continue, on monte dans les années. Juste pour vous donner un petit peu une idée de la région, en 1851, 75 âmes dans 18 familles. Donc, on a très peu de gens dans la région qui sont établis. Et là, on parle vraiment d'agriculteurs, de bûcherons, de travailleurs saisonniers. 1861, on est 282 habitants, alors qu'en 1871, donc 5 ans avant la découverte de l'amiante de 1876, on va être 1092. Donc, ça vous donne un petit peu une idée. En 1881, 10 ans plus tard, arrive le grand incendie de juin 1881, où sur 30 maisons à Telford Mines qu'il y a, en fait à Kingsville, on peut appeler ça comme ça à l'époque, il en brûle 28. Pourquoi donc? On a décidé d'agrandir des champs parce qu'il y avait une sécheresse cet été-là, et on a fait un feu d'abatis, et le vent a pris et a ramené ça vers le village. Et en fait, il y a 28 maisons qui ont brûlé. Les gens ont reconstruit, en dedans d'un an, ils ont tout reconstruit les maisons. Les gens se sont entraidés, donc on a hébergé des gens dans les 2 maisons qui restaient. Ça devait être un peu le bordel, on va se l'avouer. Mais ça vous donne un petit peu une idée. Arrive la fameuse découverte de l'amiante, dont un dessin du livre de Pierrot. 1876, en fait, on va attribuer la découverte à Joseph Fecteau, personnage que vous connaissez probablement tous, alors qu'en réalité, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est une demi-vérité, Joseph Fecteau. Pourquoi je dirais ça? Parce qu'ils étaient 5. Il y avait 5 personnes qui ont découvert l'amiante. Il y avait Joseph Fecteau, Onésime Gilbert, Joseph Gilbert, Joseph Roy, puis il m'en manque un, Gédéon Gilbert. Comment on a remis cette théorie-là en doute, en fait, c'est que dans les années 50, il y avait un journal qui avait publié un article sur la découverte de l'amiante. Et il publie l'article tel quel, en fond, qu'on parle de l'industrie de l'amiante au Québec, quelque chose comme ça. Et il y a un monsieur qui s'appelle Gédéon Gilbert, qui habite dans le coin du lac Saint-Jean. Et lui se dit, écoutez, c'est faux ce que vous avez écrit dans votre journal, je vais vous raconter la vraie histoire, j'y étais. Et le monsieur raconte dans une lettre qu'il envoie au journal que, dans le fond, il avait découvert l'amiante avec 5 autres personnes, dont Joseph Fecteau, effectivement. Donc, pardon, 4 autres personnes, dont Joseph Fecteau. Et il décrit vraiment sa lettre, en fait, qu'il connaît les gens. Pourquoi il connaît les gens? Donc, c'était son oncle, son père. Et la lettre est très bien détaillée. Et cette lettre-là va rester dans l'oubli jusque dans les années 90, où on va redécouvrir le document de M. Gilbert. Et là, on va se mettre à l'analyser. Est-ce que c'est plausible ce qu'il dit? Est-ce que ces gens-là, ces 5 personnes-là pouvaient se connaître? Donc là, on a fait des recherches à savoir où ils habitaient. Est-ce que les maisons sont proches? Est-ce que les gens peuvent se connaître? Est-ce que c'est logique? Et ça l'était très bien. Donc, l'histoire de M. Gilbert a été approuvée. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de découvreurs, de 5 découvreurs de l'amiante, même si on a longtemps attribué le nom de Joseph Fecteau à l'amiante directement. Mais M. Fecteau, lorsqu'il découvre l'amiante en tant que tel, donc dans le rang 10 du canton d'Irlande, donc on est vers Rivière-Blanche environ, un petit peu plus loin, il va trouver une pierre et M. Fecteau va la montrer à Robert Grant Ward. Et ce M. Ward-là va dire « Je m'en occupe, je vais aller faire analyser ça, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est. » M. Ward va aller à Québec avec la roche. Et à Québec, ils vont lui dire « Écoute, il y en a plein partout de ça, pogne ça, tire ça dans le champ pour retourne cultiver. Ça vaut rien. » M. Ward a un petit doute. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va partir à Boston avec la même roche et il va dire « Je vais aller la faire analyser. » À Boston, c'est pas compliqué, il va rencontrer la Boston Packing Asbestos Company. Et eux autres vont dire, pas ça vaut rien, ils vont dire, t'as pris ça où? On veut tout ce qui est autour. Et M. Ward, pouf, plus qu'il faut, va acheter le 13 mai 1878, donc le 13 mai 1878, un lot dans le rang 5 du canton de Telford Mines, dans le coin du centre-ville, pas loin d'où Skelly King est installé. Et il sait qu'il y a présence abondante d'amiante sur ce lot-là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va scinder le lot en 2, partie nord, partie sud, et il va vendre le 13 avril 1878, un mois avant. Il va vendre la partie sud qui possède 0 amiante, c'est stérile. Il vend ça à la Boston Asbestos Packing Company. M. Ward, de mémoire, il a payé le lot environ comme 400 $. Il va vendre la moitié sud qui n'a rien, quelque chose comme 4 000 $.
Et lui part sa mine, la Ward Brothers, sur la partie nord, en fait, du terrain. La compagnie va s'en rendre compte, va dire, il n'y a rien de ce qu'on a acheté. Puis lui, il y a déjà une mine qui fonctionne très, très bien. Ça va aller en cours et le jugement de la cour, en fait, va être le suivant. Monsieur Ward, vous avez escroqué une compagnie. On pourrait vous faire rembourser le 4 000 $. On pourrait vous pénaliser pour l'escroquerie que vous avez faite. Ce que vous allez faire plutôt, c'est que vous allez inverser vos territoires. Donc, M. Ward s'est retrouvé avec la partie sud qui n'a absolument rien. Sa compagnie a fait faillite, soit dit en passant. Et la Boston Packing Asbestos Company, qui a pris la partie nord, a exploité une mine qui s'appelle la Belle Asbestos Mine. Et donc, qui est la mine qui a toffé pratiquement le plus longtemps dans la région, à part peut-être la Ligue Asbestos. Hein. Mais, donc, ça vous donne un peu une idée là, de cette fameuse escroquerie-là qu'il a voulu faire. Il s'est fait vraiment un peu jouer un tour en soi. Et en fait, bon là, je vous dis qu'il y a la King, il y a la Belle qui s'installe. Et comme je vous dis, les gens ont acheté à peu près tout ce qui était autour. Quand je vous parle que la ville est construite sur les propriétés minières et que les propriétés minières sont construites sous la ville, en quelque sorte, c'est ça que je veux dire. C'est que dans la région, vous avez sûrement déjà entendu parler d'un bail amphithéotique. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un bail amphithéotique? 99 ans. Donc, c'est un bail qu'on loue à quelqu'un, le territoire, le terrain, souvent pour 99 ans, 100 ans. Et souvent, c'est 1 pièce, 2 pièces. C'est vraiment un montant ridicule. Pourquoi qu'on fait ça? C'est que en fait, les compagnies minières ont acheté les terres avant 1880, qui est la loi du sous-sol minier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si on achète avant la loi sur le sous-sol minier, la compagnie, par exemple, je prends la compagnie Bell. La compagnie Bell possède des territoires, elle possède le sol et le sous-sol. Donc, si eux trouvent de l'or, du pétrole ou fouillez-moi quoi, ça leur appartient à eux. Ils ont acheté avant la fameuse loi de 1880. S'ils avaient acheté après 1880 ou ils vendent un terrain après 1880, le sous-sol devient propriété de la couronne. Donc, si la même compagnie achète un terrain en 1881, trouve de l'amiante, de l'or ou du pétrole encore en dessous, mais c'est le gouvernement qui peut dire « ce n'est pas à toi, tu dois avoir ce qu'on appelle un claim minier, en fait, une redevance, un claim minier, je cherche le terme français, c'est... On a toujours dit claim, je n'ai pas d'équivalence. Mais bref, c'est la couronne qui prend les ressources naturelles en fait en dessous. Donc, ce qui fait que les compagnies minières, tout simplement, disaient, bien, regardez, on va vous faire un bail amphithéotique de 100 ans pour $1. Donc, la compagnie minière demeurait propriétaire du terrain, puis vous assurait que vous pouvez avoir votre maison dessus pour 90, 100 ans, 99 ans. Donc, c'est un petit peu l'idée des modes de concession de terre. La seule en fait, exception à la règle, c'est l'église Saint-Alphonse, puisque l'église Saint-Alphonse, lorsqu'elle se bâtit, elle va brûler à la fin des années 1800. Et on va demander aux frères Johnson et King de donner une portion de terre pour reconstruire l'église Saint-Alphonse. Ils vont s'objecter parce qu'ils vont dire, nous, on est prêt à vous donner le sol, mais pas le sous-sol. Et là, la fabrique, en fait, à cette époque-là, va dire, écoutez, on ne peut pas construire une église et risquer de se faire déménager ou démolir si on trouve de l'amiante sous-sol. Donc, ils vont refuser de construire l'église Saint-Alphonse. Les négociations vont prendre 3 ans environ et on va finalement permettre à l'église Saint-Alphonse de posséder le sous-sol minier en quelque sorte, ce qui fait qu'il y a un statut particulier sur le carré du presbytère et de l'église Saint-Alphonse, donc où est-ce qu'on a le sous-sol. On parle d'hygiène et de conditions de travail. On est à la fin des années 1800. Ce que vous voyez ici, c'est une photo un peu typique de l'exploitation minière. Vous avez en haut les hommes qui travaillent vraiment, là on voit les habits de travail, les frocs de travailleurs pratiquement, les salopettes, les chapeaux. Et vous avez la première locomotive des King, de William King en haut. Et en bas, vous avez les femmes qui faisaient le travail de gobeuses. Pourquoi dit-on gobeuse? C'est qu'en anglais, on parlait de cobbing. Donc, cobbing consistait à casser la pierre pour en extraire le filament. Et les francophones ont transformé le cobbing en coppeuse, en gobeuse, finalement. Généralement, les dames qui étaient gobeuses, vous les reconnaissiez à leurs mains. Les gens avaient les doigts très meurtris, les doigts très croches, parce qu'un coup de marteau sur le doigt, ça va, un à l'heure, à un moment donné, ça travaille ses doigts, les articulations. Donc, vous voyez vraiment les femmes habillées en bas en grands vêtements blancs pour travailler dans les ateliers de gobage. Ici aussi, encore là, les conditions de travail. On voit les hommes, et voyez-vous en bas, on voit quelques enfants qu'on voit avec une pipe à tabac à la bouche.
on est vers 1898 environ sur cette photo-là, et ces enfants-là ont entre 10 et 13 ans, je vous dirais. Et c'est drôle parce que quand j'ai fait la conférence dans l'école en 5e année primaire, c'est à peu près l'âge qu'ils ont. Donc, moi, j'ai dit aux enfants, j'ai dit, est-ce que vous aimez ça l'école? Oh non, non, non. Eh bien, j'ai dit, si vous étiez 100 ans à l'arrière, vous seriez à sa place. Parce que c'est ça qu'on faisait. Pourquoi qu'on faisait ça? Bien, souvent, les mines, encore là, comme je vous dis, sont construites où la ville, directement. Et si je prends le cas de Black Lake, donc les villages de Crabtree, Hopper et Johnson, souvent, les maisons étaient construites pratiquement même le puits minier. Donc, les enfants, s'ils ne jouaient pas sa galerie, s'ils jouaient à côté, mais ils jouaient dans la mine. Fait qu'à un moment donné, les parents disaient, bien, je vais le faire travailler dans la mine, ça va me donner 25 cents par jour. Donc, à un moment donné, on faisait travailler les enfants comme ça devenait comme un automatisme. Tant qu'elle le faire jouer dans la mine avec sa petite pelle, ben, il va aller chercher de la roche. C'est un peu exagéré de façon de voir, mais c'est quand même une façon d'expliquer ça. Donc, au revoir Kingsville. Donc, on a créé Kingsville en 1892. Et c'est pour ça qu'on fête l'an prochain, en fait, le 125e de Thetford Mines, parce qu'on part de Kingsville, donc directement de 1892 jusqu'à 2017. Au revoir Kingsville, dans le fond, c'est qu'on peut considérer Kingsville, Thetford Mines, je mélange les deux peut-être, de 1892 à 1911 comme étant un gros village. Pourquoi? Il n'y a aucune administration, il n'y a aucune structure administrative, il n'y a aucune structure policière, il n'y a aucune structure financière, il n'y a rien. Dans le fond, c'est généralement les compagnies minières qui gèrent directement la ville. Quand je dis aucune structure autre que religieuse, à Thetford Mines, il y a une église. À Black Lake, il n'y en a pas à la fin des années 1800. Et c'était le cardinal Taschereau qui avait écrit une missive aux alentours de 1899-1900. Et il disait que Black Lake était la Mecque des Beaucerons. C'est-à-dire que les Beaucerons partaient le samedi soir de la Beauce, descendaient en train à Black Lake, où il n'y avait pas d'église, festoyaient, faisaient le party, s'en remettaient un peu le dimanche parce que c'était le jour du Seigneur, fait qu'on peut se remettre de la petite brosse de la veille, et souvent repartaient sa brosse le dimanche soir avant de retourner dans la Beauce. Et comme Black Lake, il n'y avait pas de curé, il n'y avait pas d'église, on avait demandé à l'époque au curé de la paroisse d'Irlande d'aller surveiller les paroissiens à Black Lake. Donc, Black Lake était un peu comme la place de débauche à l'époque. Et si on voit une vieille photo de Black Lake, donc sur la rue du Lac-Noir aujourd'hui, donc l'ancienne Notre-Dame, il y avait énormément d'hôtels. L'American House, plus tard, il y a eu le Manoir. Des hôtels, il y en avait à perte de vue sur cette rue-là. Et c'était vraiment reconnu pour être une place apartée, en quelque sorte. En 1905, Thetford Mines va obtenir son statut de municipalité, c'est-à-dire qu'il va avoir plus de 5000 habitants dans une agglomération pour obtenir le statut. Thetford Mines est une des 10 premières municipalités au Québec à obtenir ce statut-là selon cette réglementation-là, donc du 5000 habitants. Mais quand je vous dis qu'on est un gros village, c'est parce qu'encore là, il n'y a pas de structure administrative. Le premier maire de Thetford Mines, c'est l'homme que vous voyez ici, autant sur le dessin que sur la photo, donc sur le fusain, qui s'appelle Benson James Bennett. M. Bennett était le premier maire de Thetford Mines et, par le fait même, il était gérant de la mine Bell Asbestos. Donc, quand je vous dis que tout est mêlé ensemble, là, on est exactement là. Et même lui, M. Bennett, avait déjà dit dans des lettres que la municipalité avait les mains liées constamment avec les compagnies minières parce que si la municipalité disait « nous, on ne veut pas faire ça » ou « on veut développer tel endroit », la compagnie minière disait « c'est pas compliqué, les terres sont à nous, on va vous tasser. » Les bails amphithéotiques ne tiendront plus, et on va juste vous tasser, puis on va creuser, là, ça finit là. Donc, longtemps, la municipalité était poignée un peu avec cette idée-là que les compagnies minières avaient qu'on appelle le gros bout du bâton aujourd'hui, comme expression. Mais c'est exactement ça. D'ailleurs, dans le livre, Pierrot rencontre M. Bennett, qui lui raconte un petit peu, justement, toute cette évolution-là, donc du passage à Thetford Mines. On saute, comme je vous dis, on va sauter d'anecdote en anecdote. On arrive à la Première Guerre mondiale. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Il y a un personnage qu'on a appris à découvrir, à connaître dernièrement, qui s'appelle John Jenkins Pennell. Pourquoi donc? C'est que c'est un monsieur, je vous dirais, de deuxième ordre. C'est un homme qui s'est toujours un peu retiré. Dans les livres d'histoire, il y a un paragraphe dans un livre sur l'histoire de Black Lake qui raconte qui est ce personnage-là. C'est un ingénieur minier qui est arrivé de l'Angleterre avec son père et qui a travaillé à développer les premières techniques d'usinage de l'amiante. C'est d'ailleurs à partir de ces techniques-là qu'on va développer le premier moulin de traitement de masse d'amiante directement. Et l'homme un peu, je dirais, typiquement britannique, va appuyer la Grande-Bretagne lors de la Première Guerre mondiale. Il y a déjà un parcours militaire reconnu.
il va partir à la Première Guerre mondiale comme étant le lieutenant-colonel de la première division d'approvisionnement. C'est lui qui gère tout ce qui est munitions, nourriture, les chevaux. C'est lui qui gère complètement tout l'approvisionnement de la première brigade, la première division canadienne de la Première Guerre mondiale. Pourquoi je dis que c'est un personnage effacé? Comme je vous dis, il n'a jamais été nécessairement président d'un conseil d'administration ou il n'a jamais été à l'avant-première en fait, de tous les organismes ou les événements, mais c'était quelqu'un qui était constamment en demande, autant pour des écritures au niveau minier, pour des conférences qu'il faisait de temps en temps, où il était souvent, on le voit souvent sur des organismes comme étant vice-président, secrétaire. Donc, il n'a pas la première place. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on le connaît peu, mais on a redécouvert ses archives dernièrement, ce qui nous a permis un peu de connaître le personnage et un peu de comprendre son rôle dans la région. Comme bon, son rôle militaire et l'amiante à la guerre, encore là, dans le fond, oui, il part à la guerre, mais l'amiante va toujours rester avec lui parce que même en Europe, il va continuer à entraîner ses correspondances, à gérer les mines. Il va être gérant d'ailleurs de beaucoup de mines à Ex-Broughton, Coleraine, un petit peu à Thetford Mines, quelques-unes à Black Lake. Donc, il va continuer à gérer ça constamment. Et qu'est-ce qu'on faisait et quel est le lien entre l'amiante et la guerre à cette époque-là? L'amiante, on faisait des filtres compressés, on mettait ça dans les petites bonbonnes de masque à gaz. Donc, lorsqu'il y avait des attaques au gaz, on se mettait directement un fil d'amiante d'en face. Imaginez ça aujourd'hui, c'est quasiment un scandale. Mais à l'époque, c'était l'utilisation première de l'amiante, c'était ça. Mais de la Première Guerre va découler la grippe espagnole. La grippe espagnole, c'est en fait causé par les mauvaises maladies, les mauvais traitements dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment toutes les conditions de boue, les rats, les excréments, les intempéries. Au Québec, on dénombre 868 municipalités touchées, 206 024 personnes de cas déclarés. Donc, il y en a probablement qui n'ont pas été déclarés là-dessus, donc ça peut être plus haut. Et on dénombre 6 763 décès juste au Québec de la grippe espagnole. Et de ce taux-là, Thetford Mines est la région la plus touchée au prorata avec 11,57 11,57 décès pour 1000 habitants. Donc, on est la région au Québec la plus touchée.